Beaucoup d'hommes atteignent un âge où la jeunesse et l'apparence ne servent plus de monnaie d'échange. À ce moment-là, la réalité frappe. Aucun artifice superficiel n'est suffisant pour gagner le respect qu'ils désirent en silence. Ce qui sépare les hommes véritablement admirés des autres n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus d'argent, de muscles ou de charisme fin. C'est le poids invisible de leur caractère qui parle avant eux. Il ne s'agit pas de paraître invulnérable, mais de forger une solidité interne qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. La vérité est inconfortable. Tant que tu cherches une validation à l'extérieur, tu resteras faible à l'intérieur. Le respect et l'attraction authentique ne se négocient pas. Ils se construisent à partir d'une discipline de fer, de la capacité à supporter le coup psychologique de tes décisions, de l'autarcie émotionnelle et de l'honnêteté brutale envers soi-même. L'homme irrésistible n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui sait quand se taire et à quoi il prête attention. Ce n'est pas celui qui fuit son histoire, mais celui qui l'affronte et l'intègre. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour le victimisme. Soit tu te transformes en l'architecte de ton propre respect, soit tu te résignes à l'irrélevance. La maturité est la véritable force. Voici l'invitation. Arrête de te comparer et commence à entraîner le muscle le plus important, ton caractère. Personne ne respecte une façade. Seule la cohérence et le but laissent une empreinte. 1. Cultive le silence comme une force intérieure. La plupart des hommes aujourd'hui échouent parce qu'ils sont incapables de se taire. Je ne parle pas seulement de la bouche, mais de la compulsion d'opiner, de réagir, de se remplir de distractions et de bruit mental. Il y a une faiblesse chronique chez celui qui ne supporte pas son propre silence, car c'est là que surgissent les vérités inconfortables sur ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous avez laissé pourrir à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas être en silence, vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même. C'est aussi simple que cela. Un homme qui dépend du bruit extérieur, qu'il s'agisse de validation, de divertissement, de réseaux sociaux, du besoin constant d'expliquer ou de justifier chaque mouvement, est un homme qui vit sur la défensive, perdu dans son propre chaos. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est le contrôle absolu sur votre monde intérieur. C'est la capacité d'observer vos impulsions sans agir comme une marionnette de vos émotions. Lorsque vous cultivez le silence, vous entraînez le muscle de la patience et de la clarté. Vous n'êtes pas le premier à sauter pour répondre, à chercher des excuses, à vous plaindre. N'importe qui peut remplir l'air de mots. Très peu ont suffisamment de contrôle pour se taire et écouter, pour analyser avant de faire un pas. Le silence sélectif est l'outil qui sépare l'homme qui dirige de l'homme qui ne fait que réagir. Les excuses pour ne pas pratiquer le silence sonnent toujours de la même manière. C'est comme ça que je suis. Si je ne le dis pas, j'explose. Je dois me défendre. De pure justification de quelqu'un qui craint de se confronter à lui-même. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous restez silencieux au milieu d'une discussion ou d'un conflit ? Vous réalisez que la plupart des attaques externes n'ont pas de poids, que le véritable défi est de ne pas vous trahir vous-même par une réaction automatique. Être silencieux n'est pas être soumis. C'est refuser de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne construit pas votre respect de soi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa présence. Celui qui maîtrise sa présence impose le rythme de n'importe quel environnement dans lequel il entre. C'est une vérité inconfortable. Votre capacité à vous taire et à observer vous rend imprévisible, difficile à manipuler et beaucoup plus attrayant. La faiblesse se cache derrière le bruit et les mots faciles. La force se forge dans l'espace où personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit lorsque vous avez le contrôle. L'homme qui cultive le silence comme force intérieure devient son propre filtre. Choisis ce qui mérite son énergie et ce qui ne la mérite pas. Arrête d'être esclave de tes mots. Les hommes forts parlent moins et observent plus. Le défi est simple mais brutal. Restez silencieux 2 fois plus longtemps que ce que vous aimeriez. Ressentez le poids de votre silence et apprenez à le porter.
Ce n'est qu'alors que vous commencerez à construire la véritable base de votre respect. 2. Concentre ton attention sur ce qui compte. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone et la première chose que tu remarques est une avalanche de messages, de notifications, de nouvelles que tu n'as pas demandées, d'opinions extérieures, des gens qui se battent pour ton attention depuis la première seconde. Tu vas aux toilettes, tu reviens, tu ouvres une application, tu perds 5 minutes, tu fais du café, tu vérifies à nouveau ton téléphone. Tu sors dans la rue et ta tête est déjà pleine de choses que tu n'as pas choisi de penser, de ressentir ou de porter. C'est la norme pour la plupart. Dispersion, micro-distraction, l'attention fragmentée en 1000 morceaux que tu ne te souviens même plus à la fin de la journée. Mais voilà le piège, car ton énergie ne peut être à un seul endroit à la fois. Si tu laisses l'environnement décider à quoi tu prêtes attention, tu deviens un homme sans direction, à la merci de n'importe quel stimulus bon marché. Le respect que tu crois mériter commence par ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Quand tu prends conscience de cela, tu es obligé de te poser une question inconfortable. À quoi dépenses-tu ta vie, minute par minute? Il ne s'agit pas seulement de productivité ou du conseil typique de « sois plus efficace ». C'est plus profond que cela. Je parle de la capacité à identifier l'essentiel et à protéger ton attention comme si c'était ta ressource la plus rare. L'homme qui ne sait pas filtrer finit par vivre à crédit, piégé dans l'agenda des autres, contaminé par des informations inutiles et des opinions extérieures. L'attention n'est pas un luxe, c'est la monnaie avec laquelle tu achètes ton propre avenir. Chaque fois que tu te distrais, que tu te laisses emporter par le courant du trivial, tu accumules une dette invisible envers l'homme que tu veux être. La plupart préfèrent ne pas penser à cela, car cela implique d'accepter qu'ils ont offert des années à la distraction, qu'ils ont permis à l'extérieur de dicter leurs priorités. Mais il n'y a pas de respect, ni pour soi-même, ni pour les autres, pour celui qui ne contrôle pas son attention. Si tu veux vraiment être attirant, tu as besoin d'un esprit qui choisit à quoi il s'engage. Tu ne peux inspirer personne si tu vis de manière dispersée. L'attention est la base de toute construction sérieuse, relation, projet, discipline, même ton bien-être émotionnel. Quand tu as clairement en tête ce qui compte et que tu agis en conséquence, tu commences à montrer un type de sécurité qui ne se feint pas, car elle vient de savoir que ton temps n'est pas en solde. La réalité est brutale, ton attention définit ta vie. L'homme qui contrôle son attention contrôle son destin. Pas besoin de chercher des secrets complexes. Le défi est d'apprendre à dire non, à laisser passer ce qui n'ajoute rien, à ne pas prêter ton énergie à ce qui ne fait que diminuer. Le respect se construit dans le silence, mais se maintient avec attention. Si tu veux que le monde te valorise, commence par protéger ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses grandir dans ta tête. L'attention est ton épée et ton bouclier. Utilise-la avec intention. 3. Fais de la discipline une habitude inébranlable. Je vais être honnête, le mot « discipline » ne m'a jamais plu. Pendant des années, je l'ai évité parce que je l'associais à la punition, à la rigidité, à une sorte de vie sans goût ni marge pour l'imprévu. Je me justifiais en disant que la créativité a besoin de chaos, que la vie est trop courte pour vivre enchaîné à des routines. Mais après suffisamment d'échecs, de déceptions et de promesses brisées envers moi-même, j'ai dû accepter une vérité difficile à digérer. Derrière chaque objectif non atteint, chaque rêve qui s'est flétri dans un coin de mon esprit, se trouvait le manque de discipline. Ce n'était ni le destin, ni la malchance, ni une conspiration de l'univers. C'était une simple incapacité à maintenir des habitudes inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de moi. La plupart des gens cherchent la motivation, mais la motivation est une ressource fugace. La discipline, en revanche, est le mécanisme qui te permet d'avancer même quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu l'analyses de près, tu verras que la discipline n'est pas une question de volonté infinie, mais de prendre des décisions stratégiques concernant ton environnement, tes horaires et tes schémas de récompense. L'erreur la plus courante est de laisser tout à l'improvisation.
Penser que tu vas t'entraîner quand l'envie te prend, que tu vas lire quand tu auras du temps, que tu vas atteindre tes objectifs quand tu en auras envie. Cela ne fonctionne pas ainsi avec l'esprit humain. Notre cerveau cherche le chemin le plus facile, le plaisir immédiat, l'évasion au moindre effort. Si tu ne mets pas de barrière, si tu ne conçois pas de rituel qui automatise l'important, tu finis esclave du confort. Il ne s'agit pas d'être un robot. Il s'agit de reconnaître que chaque habitude est un investissement à long terme. Chaque répétition est une brique dans la structure de ton caractère. La discipline n'est pas glamour, c'est de l'ingénierie intérieure. Beaucoup croient que la discipline est synonyme de sacrifice interminable, mais en réalité, c'est le contraire. C'est le seul chemin vers la liberté authentique. Lorsque tu contrôles tes habitudes quotidiennes, l'heure à laquelle tu te lèves, ce que tu manges, la façon dont tu entraînes ton corps et ton esprit, tu commences à remarquer que la vie cesse de ressembler à une collection d'obligations et devient une plateforme de lancement. Les hommes qui n'ont pas de discipline vivent piégés dans une boucle de culpabilité et d'excuses, attendant toujours le moment parfait pour commencer. Ce moment n'arrivera pas. Tu dois le forcer. Fais de la discipline une routine non négociable, pas une exception. La constance, même si elle est inconfortable, est le seul moyen de construire le respect de soi. L'homme véritablement attirant est celui qui tient ses promesses, surtout celles qu'il fait en solitude, quand personne ne regarde. Rien ne génère plus de magnétisme que la fiabilité silencieuse. Il y a une phrase qui ne manque jamais. La discipline est la base de toute transformation. Si tu laisses chaque jour dépendre de ton humeur, ta vie sera une séquence de débuts et d'abandon. Si, en revanche, tu transformes la discipline en habitude, le progrès devient inévitable, presque automatique. Personne ne forgera ton caractère à ta place. Choisis l'inconfort de la discipline maintenant ou l'amertume d'un futur sans respect. La décision te reviendra toujours. 4. Sois maître de tes émotions, pas leur esclave. Regarde n'importe quel homme dans une salle pleine, non pas pour ce qu'il dit, mais pour la façon dont il réagit lorsque quelque chose le déstabilise. Les émotions, pour la plupart, sont comme un liquide se déversant sur une table inclinée. Il suffit d'un mot, d'un regard, et elles débordent, salissant tout autour. Tu vois les poings serrés sous la table, la mâchoire tendue, un tic dans le sourcil, juste avant de répondre plus fort que nécessaire. Les émotions ne sont pas l'ennemi, mais elles sont un mécanisme qui, si tu ne le maîtrises pas, te maîtrise. La différence entre celui qui gouverne sa vie et celui qui la survit se trouve dans ces secondes microscopiques où quelque chose te provoque, et tu décides si tu vas être maître de ta réaction ou juste un pion de tes impulsions. Contrôler n'est pas réprimer, c'est transformer. C'est transformer la chaleur en direction, la colère en clarté, la tristesse en but. Un homme qui succombe à la colère ou à l'anxiété face à quoi que ce soit qui ne se passe pas comme il le souhaite, a la solidité d'une feuille dans le courant. Personne ne lui fait confiance, même pas lui-même. Il y a un moment presque imperceptible avant l'explosion. Cet instant où tu sens comment le corps se tend, la respiration se raccourcit, le sang monte à ton visage. Beaucoup ne le remarquent même pas. Ils sont déjà en train de dire, de crier, de défendre des positions auxquelles ils n'ont même pas réfléchi, comme s'ils avaient un ressort interne programmé pour sauter. Le véritable respect naît lorsque tu es capable d'identifier ce ressort et de lui mettre un poids dessus. Seuls les hommes immatures croient que l'authenticité est de vomir tout ce qu'ils ressentent sans filtre ni stratégie. La maturité se reconnaît chez celui qui peut tout ressentir, mais ne se laisse pas emporter par quoi que ce soit. Si tu veux te respecter et que les autres te respectent, tu dois pratiquer l'art de t'arrêter, d'observer l'émotion sans en faire ton identité. Tu n'es pas ta colère, ni ta peur, ni ton euphorie. Tu es celui qui décide quoi en faire. L'autosuffisance émotionnelle est une compétence entraînable. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, ni de porter un masque de dureté. Il s'agit de comprendre que chaque émotion est un message, pas un ordre. Tu peux ressentir de la déception sans la transformer en ressentiment.
de la frustration sans tomber dans l'autocompassion, du désir sans en être l'esclave. Les émotions n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Le respect de soi et l'attraction authentique commencent lorsque tu deviens le gardien de ce pouvoir. Tu n'es pas tes impulsions, tu es l'architecte de tes réponses. Cela, et rien d'autre, est la force. Ne te laisse pas emporter chaque fois que le monde te pousse. Entraîne la pause, la réflexion, la transformation. L'homme qui se retient au moment de la pression maximale est le seul véritablement libre. 5. Fais les paix avec ton histoire personnelle. Ta pire faiblesse est de continuer à croire que ton histoire personnelle te définit pour toujours. Peu importe le nombre de réalisations que tu accumules, si tu traînes la honte, la haine ou la culpabilité de ce que tu as été, tu ne relèveras jamais vraiment la tête. Les hommes les plus médiocres que je connais sont ceux qui vivent enchaînés à leur passé, justifiant chaque échec actuel par de vieux traumatismes, des erreurs d'autrui ou la fantaisie de « je n'avais pas le choix ». Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la lâcheté déguisée en autocompassion. Personne ne te doit rien pour ce que tu as souffert, ni pour ce qui t'est arrivé de mal. Continuer à utiliser ton histoire comme excuse ne fait que prouver que tu préfères être otage plutôt qu'architecte de ton présent. Si un homme adulte continue à blâmer sa famille, une ex, le pays ou l'époque dans laquelle il est né pour ce qu'il est aujourd'hui, il a décidé d'abdiquer son pouvoir. Et la vie ne respecte pas ceux qui se rendent avant de se battre. Fais les paix avec ton histoire, ou elle te fera payer tous les jours. Le passé n'est pas une condamnation, c'est une matière première. Si tu continues à regarder ta vie à travers le filtre de ce que tu n'as pas eu, de ce qu'on ne t'a pas donné ou de ce que tu as perdu, tu ne feras que répéter le même cycle d'auto-apitoiement et de sabotage. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures, tu n'es pas intéressant à cause de tes cicatrices. Tu deviens précieux seulement lorsque tu es capable de regarder tout ce qui t'est arrivé, le bon et le pourri, et de décider ce que tu vas en faire maintenant. L'acceptation radicale n'est pas de la résignation, c'est une brutalité lucide. Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai, et à partir d'ici, personne ne va écrire mon scénario sauf moi. Ceux qui séduisent par la victimisation finissent par attirer la pitié, jamais le respect ni l'admiration. Les gens perçoivent qui marche en traînant des chaînes invisibles et qui se lève malgré le poids de sa propre biographie. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de négocier avec ton passé et assumes le coût d'être toi-même, sans histoire ni déguisement. Si ton histoire te humilie, utilise-la comme moteur, pas comme frein. Si ton histoire te fait honte, transforme-la en preuve que tu as survécu. Mais il est temps d'arrêter de chercher du réconfort dans le récit selon lequel tu as fait ce que tu as pu. Le respect ne se construit pas sur des excuses, il se bâtit sur des décisions difficiles. L'homme attirant n'est pas celui qui nie son histoire, c'est celui qui l'intègre, apprend et avance sans demander la permission. Fais les paix avec ton histoire, où tu voles la puissance de tout ce que tu peux devenir. Il n'y a de présent que pour celui qui enterre ses excuses. Ton passé n'est pas une sentence, c'est du matériel de construction. La différence entre admiration et pitié réside dans la façon dont tu te rapportes à ce que tu as vécu. Décide. 6. Cherche la vérité, même si cela dérange. La plupart des hommes ne échouent pas par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils préfèrent se mentir plutôt que d'affronter la vérité qui dérange. C'est la racine de presque toute médiocrité. L'autotromperie systématique, l'habitude d'adoucir, de cacher ou de rationaliser ce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a une force brutale à regarder en face ses faiblesses, mais peu osent le faire car la vérité n'a pas de compassion. Elle t'oblige à accepter que tu n'es pas aussi discipliné que tu le pensais, que ton caractère a des fissures, que beaucoup de tes décisions ont été lâches ou automatiques, que tu répètes des schémas que tu as juré de surmonter. L'homme ordinaire choisit le soulagement de l'ignorance. Il préfère masquer le malaise, blâmer le contexte, embellir le récit de sa vie jusqu'à se convaincre que tout est sous contrôle. Mais ce soulagement est un luxe coûteux. Tôt ou tard,
la facture arrive et les intérêts se paient sous forme de respect de soi perdu, de relations qui se brisent, de rêves qui pourrissent dans le silence. La vérité a le poids inconfortable de l'irréversible. Une fois que tu la vois, tu ne peux plus revenir en arrière sans te trahir. Chercher la vérité, même si cela fait mal, est une habitude qui commence dans l'intime. La façon dont tu justifies tes vices, la manière dont tu édites ton histoire pour ne pas ressentir de honte, le mécanisme invisible par lequel tu te convaincs que tu le surmonteras un jour, tout en continuant à reporter l'essentiel. L'esprit est expert dans la fabrication d'excuses, dans la distorsion de la réalité pour protéger ton image fragile de toi-même. Mais chaque mensonge que tu te racontes est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton potentiel. Le stoïcisme n'est pas seulement résister à la douleur extérieure, c'est avoir le courage de désarmer tes propres illusions, d'identifier les filtres avec lesquels tu juges les autres et toi-même, et d'accepter que ton ego est souvent le pire conseiller. La véritable liberté commence lorsque tu es capable de te dire la vérité sans embellissement, sans anesthésie émotionnelle. Le respect et l'attraction que tu cherches naissent de cette transparence radicale. L'authenticité n'est pas de te déclarer parfait, c'est de montrer que tu as la capacité d'affronter ce que tu es et malgré tout, décider de grandir. Aucun homme ne peut diriger, inspirer ou aimer véritablement s'il ne s'est pas entraîné à l'inconfort de l'auto-examen honnête. La vérité ne négocie pas avec tes désirs. Ce que tu n'oses pas regarder te contrôle depuis l'ombre. Tu peux construire une façade pendant des années, mais l'intégrité ne se forge que lorsque tu choisis la vérité, même si cela détruit une partie de ton ancien récit. Ne cherche pas de réconfort dans des explications confortables. Cherche la rudesse de ce qui est. Entraîne ce muscle. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, tu deviens plus solide à l'intérieur, moins manipulable et beaucoup plus respectable. La maturité commence lorsque tu cesses d'avoir peur de ce que tu es capable de voir. 7. Donne sans attendre de reconnaissance. Tu marches dans la rue et quelqu'un te demande une direction. Tu expliques sans rien attendre. Ou tu paies le café au bureau et ton collègue ne le remarque même pas. Tu fais une faveur, un geste, un effort supplémentaire et bien souvent le silence est la seule réponse. À l'intérieur, quelque chose bouge. Une partie de toi aimerait au moins un merci, un regard de reconnaissance, un petit paiement invisible qui compense l'effort. Le mécanisme est simple. Depuis l'enfance, on nous apprend à associer valeur avec récompense, avec attention, avec la confirmation que ce que nous faisons a un écho à l'extérieur. Mais voici le piège. Si ta générosité dépend de la validation externe, elle ne sera jamais plus qu'un investissement intéressé. Et ce calcul, aussi petit soit-il, devient une fracture dans le caractère. L'homme qui donne seulement en attendant en retour du respect, de l'affection ou de la visibilité, hypothèque son énergie à la réaction des autres. C'est un mécanisme de dépendance qui l'enchaîne à l'opinion d'autrui, même s'il le nie. La conséquence est évidente. Chaque fois que la reconnaissance n'arrive pas, une sensation de dette émotionnelle, de frustration s'installe, comme si on lui devait quelque chose qu'il n'a jamais convenu ouvertement. Ainsi, le ressentiment s'accumule, le cynisme, une sorte de fatigue morale qui finit par drainer la volonté de continuer à donner. C'est pourquoi la plupart deviennent avares de leurs actes. Ils n'aident que là où ils voient l'applaudissement ou le retour assuré. Le résultat est une médiocrité en chaîne. La décision stratégique est autre. Donner sans rien attendre, agir selon un code interne qui ne soit pas négociable en fonction de la réaction de l'environnement. Non pas parce que tu es un saint, ni pour rechercher une supériorité morale, mais parce que tu comprends que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être maître de tes propres standards. Seul celui qui donne par conviction, sans l'urgence de la reconnaissance, entraîne une autonomie réelle. Son estime de soi ne se gonfle ni ne se dégonfle en fonction de la réponse des autres. Il y a une différence abyssale entre donner parce que c'est le moment
et donner parce que tu as décidé de devenir la source, non le mendiant de l'appréciation des autres. Si tu deviens la source, ton respect de soi grandit, car tu sais que personne ne peut te voler l'essentiel. La décision d'agir selon tes valeurs, pas selon la gratitude que tu reçois, c'est la racine de la véritable autorité. Donner sans attendre est la forme la plus élevée de liberté. Tu n'as pas besoin de témoins pour vivre en cohérence. L'impact que tu génères lorsque tu agis ainsi est beaucoup plus profond et durable, même s'il passe inaperçu en surface. Au final, ce que tu donnes sans attente est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le reste est du commerce émotionnel déguisé. Entraîne-toi à briser le réflexe de regarder autour de toi en attendant une réponse. Donne parce que tu peux, parce que tu choisis de le faire, parce que c'est ainsi que tu te construis. Le reste est accessoire et l'admiration sincère arrive seulement quand tu n'en as pas besoin. L'homme qui donne sans facturer des faveurs est toujours au-dessus de la dette sociale. Ton héritage ne se mesure pas en applaudissements, mais en ce que tu laisses sans réclamer. C'est la différence entre un homme libre et un homme dans le besoin. 8. Trouvez et suivez un but personnel. Je vais dire quelque chose qui est difficile à admettre à voix haute. Pendant des années, j'ai porté un sentiment persistant d'être de trop, comme si ma vie était une séquence de mouvements automatiques, des routines recyclées, des engagements que je n'avais jamais vraiment choisis. J'entrais dans un bureau, je saluais avec un sourire forcé, je m'asseyais devant un écran et je sentais la journée glisser sans laisser de traces. C'était comme si l'énergie s'échappait par une fissure invisible, non pas par manque de force physique, mais parce qu'au fond, il n'y avait aucune direction concrète qui me faisait serrer les dents et dire « Maintenant oui, je fais ça pour moi, pas pour le scénario que quelqu'un d'autre a écrit ». Quand je regardais d'autres hommes dans la rue, je pouvais voir le même geste, le regard perdu en attendant le métro, le dos légèrement voûté, les yeux rivés sur n'importe quel écran, pour ne pas affronter le vide, laissé par des journées sans sens. Le corps le sait avant l'esprit. Les épaules pèsent, la voix s'éteint, les projets restent dans les tiroirs, parce que l'essentiel ne brûle pas à l'intérieur. Et là, j'ai compris que le respect que tu cherches à l'extérieur n'apparaît que lorsque tu as quelque chose pour lequel tu es prêt à être inconfortable, à rester seul, à échouer en sachant que l'échec en vaut la peine si c'est pour quelque chose qui t'appartient. Il n'y a pas de magnétisme chez celui qui se déplace par imitation, juste une répétition fatiguée de ce qu'il faut faire. Le but personnel n'est pas une révélation mystique ni une étiquette de développement personnel. C'est une décision constante. Définir pourquoi tu te lèves, ce que tu refuses d'abandonner, même si tout devient difficile. Quelle est la cause pour laquelle tu tolères l'inconfort et supportes le poids de l'incertitude? Tu le ressens physiquement. La respiration devient plus profonde lorsque tes actions comptent. La fatigue pèse moins. Les jours semblent avoir un tranchant et une texture, au lieu d'être une masse amorphe d'obligations. L'homme sans but dérive. Il est facile à manipuler parce qu'il n'a pas de filtre réel. N'importe quelle tendance, n'importe quelle pression extérieure, n'importe quelle urgence d'autrui s'infiltre dans son agenda et le rend invisible même pour lui-même. Mais il suffit de décider d'une direction, même si elle est imparfaite, pour commencer à marcher différemment. Les amis le remarquent, le partenaire le ressent, même les adversaires perçoivent qu'il y a quelque chose d'intransigeant dans ta façon de te mouvoir. Le but est le seul antidote réel contre la sensation que tout n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission de le choisir. Personne ne viendra te montrer le chemin qui en vaut vraiment la peine. Il n'y aura pas non plus de garantie de succès. Mais si tu t'entraînes à le suivre malgré la fatigue, les critiques, tes propres sabotages, tu commences à construire une autorité qui ne dépend ni de diplôme ni de titre, mais de la cohérence quotidienne. L'homme qui a un but ne négocie pas son énergie. C'est la différence entre celui qui vieillit en attendant et celui qui laisse une empreinte. Décide pourquoi tu vas te donner à fond et suis-le, même si tout tremble autour de toi. Le reste est du remplissage. 9. Construire le respect à travers la cohérence.
Mets-toi devant un détecteur de mensonges, mais sans fils ni machine. Ton propre corps réagit chaque fois que tu agis contre ce que tu dis ou penses. La sueur froide lorsque tu acceptes un accord que tu méprises, l'inconfort dans l'estomac lorsque tu souris à quelqu'un que tu détestes, la fatigue brutale après une journée pleine de petits pactes rompus avec toi-même. Personne n'a besoin de te découvrir. Tu paies déjà le prix sous forme d'anxiété, d'insomnie, de fatigue et de cette sensation de te trahir à crédit. L'incohérence est une fuite invisible qui draine ton estime de soi et te laisse vide à l'intérieur, même si extérieurement tu sembles fonctionnel, poli, voire réussi. Ce n'est pas le stress du travail, ni le manque d'opportunités qui te brise. C'est l'accumulation de ces petites concessions, ces décisions que tu justifies par des phrases confortables comme « ce n'est pas si grave »,« c'est comme ça que fonctionne le monde »,« demain je ferai différemment ». Mensonge. Le monde écrase ceux qui négocient leur intégrité pour une acceptation bon marché. Chaque fois que tu choisis le facile plutôt que le juste, tu renforces un mécanisme d'autodépréciation qui se voit dans ton regard, dans ta voix, dans ta posture. Si tu veux du respect, commence par arrêter de négocier avec toi-même comme si ta parole n'était qu'un papier mouillé. La plupart des gens craignent tellement l'inconfort social qu'ils deviennent des spécialistes de l'auto-justification. Je le fais pour ma famille. C'est juste un travail. Personne n'est parfait. Excuse de ceux qui préfèrent le confort d'un dimanche éternel à l'inconfort de se tenir à ce qu'ils croient, même si cela entraîne rejet, solitude ou sacrifice. Ce n'est pas de l'adaptation, c'est de la lâcheté. L'homme cohérent dérange parce qu'il ne se déplace pas au rythme du groupe. Il n'a pas besoin d'expliquer ni d'embellir ses décisions. Sa présence pèse parce qu'il n'y a pas de fracture entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette congruence est magnétique, car elle est rare. La cohérence ne s'achète pas. Elle se construit avec chaque décision inconfortable. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il te coûte de te regarder dans le miroir après avoir cédé à ce que tu méprises, voici la réponse. Ton inconscient ne négocie pas avec les excuses, il enregistre seulement les faits. Il n'y a pas de respect de soi pour celui qui vit en contradiction. Tu peux gagner de l'argent, des amis et des abonnés en feignant une version de toi qui n'existe pas. Mais l'usure se fait sentir et, tôt ou tard, le château s'effondre. La véritable autorité intérieure se forge lorsque tu choisis l'inconfort de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, lorsque tu te tais face au commérage, lorsque tu ne participes pas à des jeux déloyaux, lorsque tu dis non même si cela te coûte plus cher. La cohérence est la discipline des adultes. Il n'y a pas de raccourci ni de motivation magique. Juste la pratique quotidienne de ne pas te trahir, de transformer tes valeurs en action, de mettre ton énergie là où se trouve ta parole. Le respect se voit dans ton dos droit, dans ton regard clair, dans ta capacité à supporter le coup d'être toi-même, même dans les petites choses. Un homme qui vit en cohérence ne se sent jamais en dette. Si tu veux que le monde te prenne au sérieux, tu dois d'abord te prendre au sérieux, sans rabais, sans double discours et sans demander pardon pour te tenir à ce en quoi tu crois. 10. Fais du caractère ton plus grand attrait. Le caractère est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Tu peux perdre ton emploi, ton partenaire, ta jeunesse, même ta réputation. Mais si ton caractère est solide, tu as toujours quelque chose qui te soutient, même lorsque tout le reste s'effondre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de définir ce que signifie avoir un caractère fort. Ils le confondent avec le tempérament, l'entêtement ou simplement le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais le vrai caractère est autre chose. C'est l'architecture invisible derrière chaque décision lorsque personne ne te regarde. C'est la cohérence qui maintient tes valeurs alignées avec tes actes, même lorsque cela implique de payer un prix social ou de rester temporairement à l'écart. Ce qui rend un homme irrésistible, ce n'est pas la perfection, mais la fiabilité interne. Ce sentiment que même si l'environnement exerce une pression, il ne négocie pas ce qui fonde sa dignité.
L'attraction authentique naît de cette sécurité silencieuse, de la certitude qu'il ne se trahira ni par plaisir immédiat, ni par peur du rejet. Regarder à l'intérieur sans filtre est inconfortable, car cela t'oblige à voir les parties de toi-même que tu préférerais maquiller ou ignorer. Le caractère ne se hérite pas et ne se simule pas. Il se forge à travers des frictions quotidiennes, de petits choix où l'option facile est souvent de te trahir un peu pour t'intégrer ou éviter le conflit. L'auto-analyse honnête révèle combien de fois tu as cédé à la pression, combien de fois tu as faim pour plaire, combien de fois tu as trahi tes propres convictions pour le confort du groupe. Chacune de ces concessions laisse une empreinte, une fatigue subtile qui se transforme en manque de confiance en soi. C'est là le mécanisme le plus cruel. Plus tu te trahis, plus tu as besoin de la validation extérieure, plus tu dépends de cette approbation, plus tu es éloigné de la véritable force. Et l'ironie est brutale. Le respect et l'attraction ne viennent que lorsque tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. L'entraînement du caractère commence le jour où tu cesses de chercher des excuses et assumes que ta parole, ton jugement et tes limites sont ta seule garantie de respect, tant pour toi-même que pour les autres. Ce n'est pas un processus confortable ni linéaire. Tu vas sentir le poids de la solitude, le bourdonnement des doutes, la tentation constante de rabaisser tes standards pour rendre la vie plus facile. Mais chaque fois que tu choisis ce qui est difficile parce que c'est juste, chaque fois que tu maintiens ton jugement, même si ta voix tremble, tu renforces un muscle interne qui n'est pas visible, mais qui se perçoit dans tout ce que tu fais. L'homme qui fait du caractère son plus grand attrait n'a pas besoin de feindre la sécurité ni d'embellir son histoire. Sa présence suffit. Le caractère authentique impose le respect avant même de prononcer un mot. C'est la différence qui laisse une empreinte, celle qui ne vieillit pas, celle qui survit à toute mode ou crise externe. Si tu veux un véritable magnétisme, commence par entraîner le courage d'être toi-même, même si personne n'applaudit. Tout le reste est un décor qui s'effondre au premier vent. Ce n'est pas le silence qui te rend le contrôle après une rupture, même si beaucoup veulent y croire. La vérité inconfortable est que cesser de répondre, couper le contact ou disparaître ne te rend pas plus fort. Cela te donne seulement l'illusion d'avoir le pouvoir, tandis qu'à l'intérieur, tu es toujours attaché à l'attente d'une réaction ou d'un regret de l'autre. Le stoïcisme n'a jamais été une question de punir l'autre par l'absence, mais de comprendre le mécanisme le plus simple et brutal de l'autogouvernance. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. La tentation d'utiliser le contact zéro comme arme est énorme, car cela semble facile et te donne l'espoir que l'autre souffre comme toi. Mais c'est là que réside le véritable coup psychologique. Tant que ton énergie tourne autour de ce que l'autre pense, rien ne change en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te manque pour retrouver ta valeur. Celui qui transforme réellement sa vie ne cherche pas à impacter l'autre, mais à fracturer la dépendance émotionnelle en lui-même. Le silence n'est pas une fin. C'est juste le premier filtre pour arrêter le bruit extérieur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce vide. La véritable victoire n'est pas que l'on te supplie de revenir, mais que cela ne t'importe plus. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de prouver, par des actes et non par l'absence, que tu as changé au point de ne plus être la même personne qui a été blessée. La douleur devient discipline, et la discipline devient liberté. Quand ton avancée est irréversible, il n'y a rien qu'il puisse te rendre. Ne cherche pas à ce qu'on te manque, cherche à ne jamais en avoir besoin. 1. Cherche ta croissance, pas la réaction des autres. La vérité est celle-ci, si tu es constamment préoccupé par la réaction de l'autre, tu restes lié. Peu importe combien tu t'efforces de feindre l'indifférence, ni à quel point tu crois que ton silence est impeccable. Si ce que tu fais a pour but de provoquer ou de manipuler la réponse de celui qui t'a blessé, tu continues à danser au rythme de sa volonté. Ce n'est pas du pouvoir, c'est une dépendance déguisée. Grandir, ce n'est pas attendre que l'autre ressente ton absence, ni alimenter la fantaisie que son monde s'effondre parce qu'il ne t'a pas. Ce compte, seul ton ego blessé y croit. Celui qui a besoin de validation et de vengeance
parce qu'il n'a pas encore compris où se trouve la véritable force. La croissance n'est pas un spectacle, ni une punition, ni une revanche. C'est un processus silencieux, parfois brutalement inconfortable, qui ne se négocie pas avec l'espoir que l'autre se repente ou revienne à genoux. Il ne s'agit pas de savoir qui ignore le mieux, ni qui fait le plus souffrir. Il s'agit de rompre l'addiction à la reconnaissance des autres, de cesser de mesurer ta valeur par des réactions extérieures, de lâcher la fantaisie du contrôle. Si ton contact zéro n'est qu'un déguisement pour ta colère et ton besoin d'approbation, la seule chose que tu obtiens est de te cramponner à la même blessure. La liberté n'arrive pas parce que l'autre souffre, mais parce que tu cesses de nécessiter une réaction de sa part. La mentalité stoïque n'est pas de cesser de ressentir, mais de cesser d'obéir à l'impulsion de punir ou de manipuler les autres par ton comportement. Si ta guérison dépend de ce qui se passe en dehors de toi, alors ta vie reste hypothéquée à des décisions que tu ne contrôles pas. Voilà le piège. Tu préfères investir de l'énergie à imaginer comment se sent l'autre, plutôt que de faire face au travail difficile de te transformer. N'es-tu pas fatigué de déléguer ton bien-être à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas le préserver? Ton pouvoir n'est pas dans l'impact que tu as sur l'autre, mais dans la distance que tu parviens à mettre entre tes actions et ses attentes. Il y a une phrase que tu dois te rappeler. Ta croissance t'appartient, la réaction de l'autre est sans importance. Personne ne peut te retirer ce que tu construis vraiment à l'intérieur, peu importe combien il l'ignore, le critique ou le méprise. Le silence n'est utile que lorsqu'il est un espace pour entraîner ton caractère, pas lorsqu'il est un cri déguisé. Cesse de te mentir. Perdre du temps à attendre la réaction des autres ne fait que retarder ton progrès. La seule dette en suspens est envers toi-même. Tu veux un vrai pouvoir. Entraîne ton esprit à cesser de nécessiter les applaudissements ou les pleurs de celui qui ne compte plus. Cesse de mendier des miettes de réaction. Commence à construire des fondations d'intégrité. La croissance qui compte est celle qui te libère, pas celle qui te lie à une attente éternelle. 2. Concentre ton énergie sur ta transformation. Tu es surpris de te voir répéter les mêmes rituels quotidiens. Tu vérifies ton téléphone discrètement, tu repasses mentalement chaque mot que tu as dit ou que tu as omis de dire, tu cherches des signes dans les messages absents. Peut-être que tu passes devant le miroir et tu te demandes si ton visage reflète le calme que tu essaies de montrer, tandis qu'à l'intérieur, tu es toujours coincé dans un combat invisible. Ce n'est pas seulement le silence qui pèse, mais l'énergie que tu continues d'investir dans ce qui n'est plus là. Cette énergie est une ressource finie, et souvent tu la dépenses à alimenter une histoire où tu es la victime ou le bourreau, mais rarement le protagoniste de ta propre transformation. Le vrai travail commence lorsque tu cesses de regarder vers l'extérieur et que tu te demandes, avec une brutalité honnête, dans quoi tu as investi tes jours. Le piège le plus courant est de croire que guérir dépend du temps ou de l'oubli, alors qu'en réalité, cela dépend de ce sur quoi tu choisis de concentrer chaque pensée, chaque réaction, chaque petit acte qui te définit. C'est ici que la philosophie stoïque n'est pas seulement une théorie lointaine, mais un exercice constant d'autosurveillance. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur, ni de supprimer les émotions. Il s'agit de cesser d'alimenter la blessure avec des attentes extérieures. Si tu continues d'attendre que l'autre réagisse, tu restes figé dans la version de toi-même qui a été blessée. Ton énergie, qui pourrait être le carburant pour grandir, se perd dans un compte à rebours qui ne finit jamais. La vraie question est, que pourrais-tu construire si toute cette énergie obsessionnelle était investie dans la compréhension de toi-même, dans le développement de nouvelles compétences, dans la découverte des parties de toi qui ont besoin d'être renforcées? Il y a un poids qui ne se libère que lorsque tu décides de ne plus porter le souvenir du dommage comme excuse pour ne pas avancer. La transformation personnelle n'est ni automatique, ni instantanée, ni confortable. Elle exige que tu affrontes tes propres faiblesses, la paresse émotionnelle, la tendance à chercher des coupables plutôt que des solutions. Tu n'as pas besoin que le monde voie ton changement.
L'important est que tu sois témoin de ta propre reconstruction. Le silence n'a de sens que si tu l'utilises comme un espace pour entraîner ton caractère comme un muscle et non comme une tranchée. Personne ne viendra te sauver de l'effort de te transformer. Il n'y a pas de raccourci, ni de validation externe qui puisse remplacer le travail intérieur. La guérison est une responsabilité personnelle, pas un spectacle pour les autres. Chaque petite décision que tu prends aujourd'hui, depuis la façon dont tu fais face à une émotion, jusqu'à la manière dont tu te parles, est un investissement qui s'accumule ou une dette que tu continues de traîner. Si tu veux un pouvoir réel, commence par concentrer ton énergie sur le seul terrain que tu contrôles, ta propre croissance. Cesse d'hypothéquer ta paix au comportement de l'autre. Choisis d'investir en toi, même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre. Car la seule transformation qui compte est celle qui te permet de cesser de réagir et de commencer à choisir. 3. Le silence n'est qu'un premier pas. Je l'avoue, pendant longtemps, j'ai cru que garder le silence suffisait, qu'il suffisait de fermer la bouche et de couper tout canal de communication pour me sentir fort ou en contrôle. Je me répétais que le silence était mon bouclier, ma manière de prouver que cela ne m'affectait plus. Mais au fond, ce que je faisais n'était qu'éviter le conflit visible tout en continuant à alimenter le conflit invisible. Le silence, à lui seul, est un mécanisme primaire, presque instinctif. C'est le premier mouvement quand tu ne sais pas comment répondre sans perdre plus que ce que tu as déjà perdu. Mais voici le piège. Le silence, sans travail intérieur, n'est qu'une pause, pas une solution. C'est un bouton stop dans un cycle qui continue de tourner à l'intérieur. Le véritable défi commence après, quand tu dois décider ce que tu vas faire avec tout cet espace qui s'ouvre entre toi et l'autre personne. Le remplis-tu de ressentiments, de fantasmes de revanche, ou l'utilises-tu pour construire quelque chose de radicalement différent en toi? Analyser ce qui se passe dans ce vide révèle beaucoup sur ta position réelle. Si tu cherches seulement le silence pour ne pas t'exposer, pour garder l'apparence de force, alors tu continues à agir par peur et par besoin de te cacher. Faire taire l'autre ne signifie pas faire taire l'influence qu'il a sur toi. C'est là que la plupart échouent. Ils croient que le contact zéro suffit parce qu'ils coupent le bruit extérieur, mais ils ne réalisent pas que le bruit intérieur peut devenir assourdissant. Le silence n'est qu'un seuil. La complexité vient après, quand tu commences à faire face à tes propres mécanismes de déni, aux arguments que tu inventes pour te justifier et aux excuses qui te maintiennent sur le même point. Sans autocritique, le silence n'est qu'une évasion. Sans transformation, c'est juste un masque de plus. La stratégie stoïque vise un autre type de processus. Elle ne te dit pas de te taire pour paraître dominant, mais d'utiliser le silence comme un espace fertile où tu peux observer tes schémas, reconnaître tes réactions automatiques et commencer à démonter chacun des mécanismes qui te lient. Ici, l'auto-tromperie ne sert à rien, car chaque minute que tu passes à penser à la réaction de l'autre est un temps investi dans ta propre faiblesse. Le silence authentique est celui qui te permet de voir clairement où tu dépenses ton énergie mentale, dans quelles pensées tu te bloques et quelles sont les impulsions que tu aimerais contrôler mais que tu ne peux pas encore. Transformer le silence en quelque chose d'utile implique une séquence inconfortable de décisions. Choisir quelles pensées méritent ton attention, identifier les pièges de ton propre discours intérieur, cesser d'alimenter la narration de victime ou de justicier. La différence réside dans l'utilisation que tu fais de cet espace. Tu peux rester figé, attendant que l'autre remarque ton absence, ou tu peux utiliser ce même silence pour réécrire tes propres habitudes et renforcer des parties de toi que tu as toujours mises de côté. Ici, une honnêteté brutale est requise. Chaque pensée que tu répètes est un investissement ou une dette. Le silence n'est pas une victoire, c'est un terrain neutre. Le véritable progrès se produit lorsque le silence devient laboratoire, pas prison. Personne ne grandit simplement en se taisant. Tu ne grandis que lorsque tu transformes le silence en autoconscience et en action réelle. Le premier pas est de se taire, le suivant est de te transformer. Le silence sans travail n'est qu'une longue pause.
La transformation commence lorsque tu utilises cette pause pour construire une version de toi qui n'attend plus rien de l'autre. 4. Change pour toi, pas pour les autres. Tu vois quelqu'un sculpter une figure en bois avec une patience féroce. Chaque copeau qui tombe, chaque marque sur la surface révèle moins de la douleur originale et plus de la nouvelle forme qu'il décide d'imposer. Il ne se demande pas si le morceau de bois se souvient du coup, ni si la poussière au sol se réunira un jour avec la pièce principale. Il est uniquement concentré sur la sculpture qui émerge, répondant seulement à son propre rythme et à sa main ferme. Ainsi doit être ton changement, pas une réaction automatique à ce qui t'a été fait, mais une œuvre délibérée qui n'a besoin ni de témoins, ni d'approbation. Lorsque toute ton énergie est dirigée à montrer à l'autre que tu ne t'en soucies plus, tu restes enchaîné par le reflet de son regard, piégé dans la salle d'attente d'une validation qui n'arrive jamais. Changer pour soi exige une brutalité d'honnêteté. Les gestes vides, les changements forcés par le ressentiment ou pour prouver quelque chose, finissent par être un déguisement inconfortable qui se défait à peine la lumière de la scène s'éteint. Il y a une différence abyssale entre transformer ta vie parce que tu le veux et le faire pour provoquer une réponse. Le premier est un acte de maturité, un investissement à long terme dans ton propre caractère. Le second, un pari court et épuisant, car tu n'auras jamais le contrôle sur la réaction des autres. Celui qui change pour les autres vit en attente des applaudissements ou du mépris, n'a jamais de paix, ne se repose jamais. Celui qui change pour lui-même, en revanche, commence à réaliser que la véritable force ne se mesure pas au silence qu'il parvient à imposer, mais à la cohérence qu'il maintient quand personne ne le regarde. Cela devient évident dans de petits détails. La façon dont tu te lèves le matin, la discipline avec laquelle tu te parles quand tu tombes, la manière dont tu choisis à quelle pensée donner un foyer et à lesquelles fermer la porte. Le changement réel est privé et parfois silencieux jusqu'à l'invisibilité. Il n'exige pas que le monde l'observe ni que le passé le reconnaisse. L'ironie est que plus tu t'obsèdes sur l'impact que ta transformation peut avoir sur l'autre, moins ton processus est authentique et plus ton avancée devient fragile. La croissance qui compte ne laisse pas de place au théâtre. Si tu veux la liberté, lâche la nécessité que quelqu'un d'autre le remarque. Change pour toi, même si personne ne t'applaudit. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui reste lié au cycle des attentes des autres. Arrête de regarder vers l'extérieur en cherchant une réaction. Regarde à l'intérieur et demande-toi si le chemin que tu prends contribue à ta propre intégrité, si la discipline que tu cultives naît de la conviction ou du ressentiment. La douleur, quand tu l'utilises bien, est l'outil avec lequel tu sculptes une version de toi-même qui ne dépend pas de la mémoire du dommage. Ne poursuis pas l'écho de ton absence dans la vie des autres. Sois présent dans ton propre processus. La transformation authentique n'a pas besoin de public. C'est le seul changement qui ne se renverse pas. 5. Rends ton avancement irréversible. Rien ne change si tu restes le même. Tu peux couper le contact, effacer des messages, bloquer des numéros et mettre en place toute la mise en scène du détachement, mais tant que ton esprit continue de fonctionner selon les mêmes vieilles règles, tout ton avancement est réversible, fragile, superficiel. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Si ta croissance dépend du fait que l'autre ne réapparaisse pas, tu restes prisonnier de son ombre. Prends tes responsabilités une bonne fois pour toutes. Chaque fois que tu répètes des excuses sur la difficulté de lâcher prise, la seule chose que tu démontres, c'est que tu préfères le confort de ton propre stagnation plutôt que le vertige d'avancer sérieusement. Personne ne va te donner la vie que tu veux. Personne ne viendra briser la routine que tu refuses de démonter. Si tu continues d'attendre que quelque chose d'externe t'oblige à bouger, alors ta récupération n'est qu'une pause fragile qui s'effondre dès que l'autre traverse ton esprit ou ton chemin. L'avancement irréversible ne se produit pas par accumulation de jours en silence ou par le nombre de fois où tu réussis à retenir un message que tu n'as jamais envoyé.
Cela se produit lorsque tu ajustes le mécanisme interne que tu utilisais pour mendier de l'attention. C'est brutal, oui, car cela t'oblige à cesser de blâmer les autres pour ta dépendance et à regarder en face la partie de toi qui se complaît dans la faiblesse. Ici, il n'y a pas de place pour les discours d'autocompassion. Si tu veux vraiment couper le cycle, tu dois être impitoyable avec tes propres habitudes, avec cette habitude de chercher dans le passé une excuse pour ne pas construire l'avenir. Ce qui te retient n'est pas la douleur, c'est ton addiction à l'ancienne version de toi-même, celle qui trouve toujours des arguments pour ne pas avancer. Arrête de te mentir. Celui qui change vraiment ne laisse pas de porte entrebâillée ni ne garde de clé de rechange pour revenir en arrière. La véritable croissance n'admet pas de recul. Si tu veux du pouvoir, commence à prendre des décisions inconfortables et maintiens-les jusqu'à ce que la tentation de revenir soit sans importance. Prouve par des actes que ton avancement ne dépend ni de la vigilance des autres, ni de la peur de la rechute. Mets-toi mal à l'aise. Change tes routines, détruis les rituels que tu utilisais pour te sentir en sécurité dans ton propre auto-illusion. Renonce à la satisfaction que l'autre remarque ton absence. Le progrès irréversible ne se proclame pas. Il se construit en secret, à l'épreuve de tes propres faiblesses. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais un muscle. Répète l'effort jusqu'à ce que la discipline pèse plus que l'habitude de chercher des miettes de réaction. Si aujourd'hui tu te demandes quand tu cesseras de rechuter, la réponse est claire, le jour où tu choisiras de ne plus être ton propre obstacle. Personne ne peut te ravir un avancement qui ne dépend de personne d'autre. Choisis aujourd'hui de ne plus construire tes fondations sur le sable des attentes des autres. Rends-le si irréversible que la seule option soit de continuer à grandir, même si cela fait mal, même si personne ne le voit, même si tu dois le faire seul. Car c'est seulement ainsi que l'avancement cesse d'être un geste et devient ta nouvelle nature. 6. Laisse derrière toi le besoin d'approbation. La vérité inconfortable est celle-ci. Tant que tu cherches l'approbation, tu restes prisonnier. Peu importe combien tu t'efforces de prouver que cela ne t'affecte plus, ni à quel point ton indifférence est convaincante, si au fond tu as besoin de reconnaissance ou de validation, ta liberté n'est qu'une illusion. Il y a un piège silencieux dans ce besoin. Il te convainc que ta valeur dépend du regard des autres, que tu n'es suffisant que si quelqu'un d'autre le confirme. Ainsi, chaque avancée personnelle est contaminée par l'attente d'être vue, applaudie ou même remarquée. C'est une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer et qui consomme ton énergie par petites doses quotidiennes, te volant l'autonomie que tu cherches à construire. Le véritable conflit se déroule en toi. Une partie de ton esprit comprend que tu devrais avancer uniquement pour toi. Mais une autre partie continue d'attendre des signaux externes, un geste qui valide ton processus. Cette contradiction interne est épuisante, une sorte de filtre déformant qui altère chaque réalisation personnelle et la rend incomplète. Le mécanisme est subtil, presque automatique. Chaque fois que tu parviens à résister à l'impulsion de chercher un contact, chaque fois que tu maintiens le silence, apparaît la fantaisie que l'autre observe ta transformation, qu'il reconnaît ce que tu as perdu ou ce qui t'a coûté d'arriver ici. Mais cette pensée révèle la dépendance que tu n'as pas coupée. C'est comme si tu avais un compteur invisible qui ne compte des points que si l'autre les regarde. La vérité est que personne ne peut remplir ce vide pour toi et continuer à attendre qu'il le fasse est une forme d'auto-sabotage. Accepter cela est inconfortable car cela t'oblige à regarder en face la partie la plus fragile de ton estime de soi. C'est là que la philosophie stoïque frappe avec toute sa brutalité. Tu n'as aucun contrôle sur l'opinion des autres, ni sur leurs émotions, ni sur le récit qu'ils construisent sur toi. La seule chose que tu peux gouverner est ta réponse, ton processus, ta reconstruction interne. Chaque fois que tu te surprends à imaginer comment l'autre réagirait à ton changement, chaque fois que tu ressens une douleur en ne recevant pas de reconnaissance, souviens-toi de cela. La vraie valeur ne dépend pas de témoins.
Tu n'as pas besoin d'un public pour devenir quelqu'un de différent. Tu as besoin de discipline pour cesser de la chercher. L'entraînement commence lorsque tu décides de cesser d'alimenter ce mécanisme automatique de recherche d'approbation. Cela peut faire mal, car cela signifie accepter que la solitude fait partie du processus et que ton avancée devra se soutenir sans applaudissements, sans réponse, sans garantie d'être remarqué. Mais c'est la seule liberté qui ne se renverse pas, lorsque ton standard n'est plus défini par le reflet que tu reçois, mais par la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne va te rappeler chaque jour ce que tu vaux, ni célébrer tes petites victoires internes. Si tu veux un pouvoir réel, entraîne ta capacité à avancer seul, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît. Ta liberté commence là où se termine le besoin d'approbation. Laisse derrière toi cette dette et deviens le maître de ton propre processus. 7. La paix intérieure est ton véritable objectif. Tu te réveilles et la première chose que tu remarques n'est pas le silence dans la chambre, mais cette inertie mentale qui te pousse directement vers ton téléphone. Tu vérifies les notifications, tu cherches des signes, tu fais mentalement le bilan de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu as gardé pour toi. À ce moment-là, la prétendue tranquillité du contact zéro se révèle être une façade. Derrière l'écran éteint, une anxiété déguisée en autocontrôle continue de battre. C'est ici que l'objectif réel se confond. Souvent, l'impulsion de couper la communication devient une stratégie pour obtenir la paix. Mais en pratique, cela ne fait que reporter le conflit intérieur. L'erreur la plus courante est de croire que cesser d'interagir avec l'autre équivaut à ne plus porter le poids de la relation. L'esprit, pendant ce temps, continue de fonctionner selon le même schéma. Attente, déception, évaluation constante de ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. Ainsi, même si tu sembles serein à l'extérieur, ton énergie reste hypothéquée à un résultat extérieur que tu ne pourras jamais garantir. En analysant le mécanisme sous-jacent, il est clair que la recherche de paix à travers le silence n'est rien d'autre qu'une distraction. Le stoïcisme le prévient avec brutalité. La paix ne dépend pas de l'élimination des stimuli, mais du changement de la relation que tu as avec eux. Si tes décisions continuent d'être dictées par l'espoir que l'autre réagisse, alors tu n'as pas rompu le cycle, tu l'as seulement maquillé. La prochaine étape logique est de tourner le regard vers l'intérieur et de te poser les questions inconfortables. Quelle partie de toi a encore besoin de preuves externes pour se rassurer? Combien de temps vas-tu encore investir à soutenir cette attente invisible? La paix intérieure ne se construit pas en fuyant les déclencheurs, mais en affrontant l'habitude de chercher validation à la mauvaise source. C'est un exercice de désarmement mental. Identifier combien de fois par jour ta tranquillité dépend de quelque chose qui échappe à ton contrôle, et à partir de là, rediriger l'attention et l'énergie vers ce que tu peux réellement façonner. La conséquence de ne pas faire ce travail est de vivre dans une sorte de prison volontaire, où chaque réaction des autres devient un examen qui ne finit jamais. Tu deviens esclave d'un résultat qui, au fond, n'a jamais été entre tes mains. Le véritable progrès n'est pas de cesser de parler à quelqu'un, mais de cesser de te parler à toi-même depuis le besoin d'être remarqué. L'objectif final n'est pas le silence extérieur, mais la stabilité intérieure, que ton humeur ne fluctue pas au rythme de ce que les autres décident ou ignorent. La paix intérieure commence lorsque tu cesses de mesurer ta valeur par ce qui se passe à l'extérieur. C'est la ligne qui sépare l'auto-illusion de la véritable liberté. La seule stratégie efficace est d'entraîner l'esprit à ne pas réagir à chaque stimulus externe, mais à choisir, avec discipline, dans quelles pensées et émotions tu vas investir ton attention. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de cesser d'être gouverné par ce que tu ne peux pas contrôler. La paix intérieure est un objectif, pas un effet secondaire. Elle n'arrive que lorsque le centre de gravité de ta vie revient à toi, et non au reflet que tu reçois de l'autre. 8. Le véritable pouvoir réside dans tes actes.
Je vais être brutalement honnête. J'ai passé des journées entières coincé dans le même cycle, les poings serrés dans mes poches et la mâchoire tendue, croyant que le véritable pouvoir était de me contenir, de ne pas répondre aux messages, de me rendre invisible, de maintenir cette posture rigide comme si c'était une armure. Mais la vérité, c'est que tout ce théâtre semble vide lorsque tu te surprends à regarder l'écran éteint, lorsque le corps reste rigide et l'esprit ne se repose pas, attendant un signe que ton silence porte ses fruits. Le pire, c'est de sentir comment l'estomac se serre à chaque notification qui n'arrive pas, comment le cœur bat plus vite lorsque tu traverses la rue et que tu crois voir une silhouette familière. Le contact zéro, dans la pratique, n'est qu'une pause inconfortable si ta tête continue de tourner autour de l'autre. Peu importe combien de fois tu bloques, effaces ou te tais, si tes actes ne changent pas, tu restes esclave de la même nécessité déguisée en contrôle. Le véritable pouvoir n'est pas ce geste tendu d'autocensure, ni l'attente silencieuse d'une reconnaissance. Le véritable pouvoir réside dans ce que tu fais quand personne ne te regarde, dans la qualité de tes actions quotidiennes. Cela se remarque dans les petits détails. La façon dont tu te forces à te lever tôt, même si tu n'en as pas envie, le rituel inconfortable de t'asseoir pour lire ou écrire alors que tu préférerais te perdre dans la distraction. Le pouvoir réel se ressent lorsque tu transformes l'impulsion de chercher des nouvelles sur l'autre en la discipline d'entraîner ton corps, d'apprendre quelque chose de nouveau, de construire des habitudes qui ne dépendent pas de témoins. C'est la différence essentielle. Tu ne dépenses plus ton énergie à alimenter l'attente d'une réaction, mais tu l'investis pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus capable, de plus cohérent avec la personne que tu dis vouloir être. Il y a une ligne qui ne peut pas être négociée. Tes actes sont les seuls arguments qui comptent. Tu peux raconter 1000 histoires sur ce que tu ressens ou ce que tu penses, mais au final, ce qui te définit, c'est ce que tu fais quand personne ne le valide. La croissance authentique ne laisse pas de place aux justifications ni aux fantasmes de vengeance. Elle se construit dans la répétition inconfortable de décisions qui coûtent, dans la constance que personne n'applaudit, dans la fatigue physique et mentale que toi seul connais. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Personne ne peut te retirer un avancement qui est ancré dans tes propres actes. À ce moment-là, la véritable rupture se produit. Tu cesses de mesurer ta force par la réaction des autres et tu commences à gagner du respect pour toi-même, car chaque action cohérente est une dette de moins envers ton passé. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. La douleur se recycle en discipline. L'anxiété se transforme en clarté lorsque tu te forces à agir, même si ton corps demande à reculer. Tu te reconstruis avec tes actes, pas avec tes intentions. C'est là, et seulement là, que se trouve le pouvoir que personne ne peut te prendre. Lorsque ta vie se remplit d'actions qui s'additionnent, le silence de l'autre devient irrélevant. Tout le reste n'est qu'une illusion de contrôle. C'est dans ce que tu fais, jour après jour, que se joue la seule récupération qui compte. 9. Utilise la douleur comme moteur d'amélioration. La douleur n'est pas une alarme que tu peux éteindre, ni un accident dont tu peux fuir. C'est comme avoir une machinerie interne qui surchauffe chaque fois que tu insistes à regarder du mauvais côté. Tu peux essayer de l'ignorer, de t'anesthésier avec des distractions bon marché ou de faire semblant qu'elle ne t'affecte pas, mais chaque fois que tu évades sa présence, tu ne fais que faire rouiller le mécanisme et te rendre plus maladroit, plus faible. La plupart choisissent le chemin facile, déguiser la douleur avec de la colère, la cacher sous des excuses de fierté ou la transformer en un récit victimiste pour justifier la paralysie. Ainsi, tu te convaincs que ça passera, que le temps guérit, alors que la vérité est que le temps ne fait qu'accumuler des intérêts sur la dette que tu ne veux pas payer. La douleur est le rappel brutal que quelque chose en toi a besoin d'être reconstruit, pas maquillé. Si tu continues à nier sa fonction, tu deviens l'otage d'une blessure qui ne cicatrise jamais. Arrête de chercher des formules rapides pour anesthésier l'inconfort. La douleur, bien utilisée, est le carburant le plus pur que tu as pour un changement réel.
Chaque fois que tu l'esquives, tu choisis de te résigner à être la version brisée de toi-même. Veux-tu vraiment continuer à passer tes jours à construire des murs autour de cet inconfort, comme si tu pouvais te protéger contre l'apprentissage qu'il exige? La douleur est le seul conseiller qui ne se laisse pas soudoyer, qui ne répond pas à tes supplications et qui ne disparaît pas simplement parce que tu l'ignores. Sa fonction est de te pousser à agir, à cesser de justifier tes propres chaînes. Si tu oses arrêter de fuir, si tu utilises la douleur comme un moteur et non comme une excuse, tu transformes le poids mort en nouvelle force. La douleur révèle tes points faibles, mais elle te montre aussi exactement où investir ton prochain effort. Beaucoup préfèrent le cercle vicieux de la plainte, le lamentement interminable, la répétition d'histoires où l'autre est responsable de leur misère. Mais la vérité est que personne ne va te sauver de cette cage. Et le seul qui peut transformer la douleur en croissance, c'est toi. C'est ici que le discours se brise. La douleur ne te donne pas le droit de rester faible, ni d'exiger une compassion éternelle. Elle te donne une occasion unique. Entraîner ton caractère juste à l'endroit où ça fait le plus mal. La douleur est l'outil, pas l'excuse. Arrête de l'utiliser comme prétexte pour ne pas avancer. Si tu l'affrontes de front, si tu la travailles comme si c'était un muscle, chaque jour cesse d'être une condamnation et commence à être un investissement. C'est la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent, même s'ils saignent de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de compréhension ni d'approbation pour utiliser la douleur à ton avantage. Ce qui est nécessaire, c'est que tu cesses de négocier avec ta faiblesse et que tu commences à transformer chaque inconfort en une décision concrète. Changer une habitude, affronter une vérité, construire de la discipline, juste là où tu avais l'habitude de te rendre. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une survie consciente. Arrête d'attendre un soulagement. Utilise la douleur ou la douleur t'utilise. Là se trouve le seul chemin irréversible. Le véritable pouvoir naît de traverser la douleur les yeux ouverts, pas de construire des châteaux d'évasion. Ose être brutalement honnête. La douleur que tu ne transformes pas devient ton geôlier, mais la douleur que tu travailles te rend maître de ton destin. 10. Surmonte, ne manipulez pas. Surmonter n'est pas la même chose que manipuler. Celui qui manipule ne surmonte jamais. Peu importe la stratégie que vous utilisez, si votre silence ou votre absence cherche toujours à provoquer une réaction, vous n'avez pas avancé d'1 millimètre. À l'intérieur, le mécanisme est toujours le même. Une partie de vous veut prouver que cela ne vous fait plus mal, tandis qu'une autre reste obsédée par le pouvoir qu'elle peut récupérer à travers un contrôle subtil. C'est ainsi que se met en place le piège mental. Vous croyez que vous gagnez parce que l'autre ne sait rien de vous, mais en réalité, vous ne faites que retarder votre propre liberté. Chaque fois que vous passez en revue vos propres actions à la recherche de signes d'impact, vous devenez l'otage de l'attention des autres. C'est ici que se joue le plus dangereux des auto-illusions. L'illusion que vous pouvez guérir tout en maintenant l'autre comme référence invisible de votre valeur. Il n'y a pas de victoire dans le silence qui attend d'être remarqué. Le seul véritable progrès se produit lorsque peu importe si l'autre le perçoit ou non. L'esprit, dans ses couches les plus profondes, est expert pour déguiser le besoin de vengeance en stratégie d'auto-surmontement. Vous vous répétez que vous le faites pour vous, mais chaque pensée tourne autour de l'idée que l'autre le remarque, que quelque chose change à l'extérieur avant de changer à l'intérieur. Cette dépendance psychologique est la véritable fracture dans votre processus. Tant que vous cherchez à contrôler, punir ou manipuler, vous continuez à alimenter la même faiblesse que vous dites vouloir surmonter. Le stoïcisme ne vous demande pas de cesser de ressentir. Il exige que vous assumiez que le seul terrain qui compte est celui que vous maîtrisez en vous. Celui qui cherche à manipuler renonce à son propre pouvoir. Il n'y a pas de raccourci. Soit vous choisissez de grandir, soit vous choisissez de contrôler, mais jamais les deux en même temps. Surmonter exige que vous vous posiez, de manière brutalement honnête, la question de pourquoi vous continuez à mesurer vos progrès en fonction de la réaction des autres. Le désir de manipuler
n'est qu'un masque de plus pour l'insécurité. Un autre filtre qui déforme votre perception et vous maintient piégé dans des cycles d'attente et de déception. La véritable surmonte se produit le jour où vous cessez d'utiliser la douleur comme levier pour faire bouger l'autre et la transformer en carburant pour vous reconstruire. Le seul résultat irréversible est celui qui ne dépend ni de témoins ni de victimes. Ainsi se libère le fardeau, lorsque vous n'avez plus d'intérêt à provoquer, seulement à évoluer. La vraie liberté est de cesser de jouer sur deux tableaux. Si votre objectif est de guérir, faites-le parce que votre intégrité l'exige, pas parce que vous attendez que l'autre se plie. Voici la dernière frontière. Surmonter, c'est cesser de négocier avec le passé et commencer à investir, en toute conscience, dans l'avenir que vous choisissez de construire. Celui qui manipule vit enchaîné à des réactions externes. Celui qui surmonte ne répond qu'à lui-même. À un certain âge, la vérité devient impossible à ignorer. Tu portes un poids que tu n'as pas choisi, mais que tu continues à porter. Appelons cela le sac à dos invisible. Cet ensemble d'exigences, de ressentiments et d'attentes qui, avec le temps, sont devenus presque aussi naturels que respirer. Tu te lèves et la comparaison t'attend déjà, guettant sur chaque réseau social, à chaque réunion. Le contrôle te séduit avec le mensonge que tout dépend de toi, tandis que l'énergie s'échappe par des liens qui n'apportent plus rien, mais que tu tolères par habitude ou par peur. L'idée que seule la perfection te rendra suffisante te poursuit. Le ressentiment s'enquiste comme une dette interne jamais réglée, et parmi tout cela, l'opinion des autres dicte le rythme de tes décisions. C'est le coût silencieux de vivre sans remettre en question les filtres mentaux que tu as hérités ou adoptés sans t'en rendre compte. Le stoïcisme, loin d'être une théorie froide ou distante, est un entraînement brutalement honnête. Il ne te promet pas de réconfort facile, mais une manière radicale de lâcher ce qui ne t'appartient pas. Celui qui ne lâche pas l'inutile se condamne à le traîner. La vérité est que le calme ne se conquiert pas. Il se retrouve lorsque tu oses laisser tomber ce qui est superflu. Aujourd'hui, nous n'allons rien ajouter à ta vie, mais enlever ce qui n'aurait jamais dû rester. Prêt à examiner ce que tu portes et à décider, une bonne fois pour toutes, ce que tu mérites de lâcher? 1. Arrête de te mesurer aux autres. Arrête de te mentir. Te comparer aux autres est un piège mental qui te maintient faible et épuisé. Peu importe combien tu rationalises cela ou combien d'excuses tu trouves pour continuer à mesurer ta vie par rapport à celle des autres. La comparaison chronique ne te rendra jamais meilleur ni plus heureux. Elle te maintient simplement piégé dans une insatisfaction sans fin. Si après tant d'années tu continues à jeter un coup d'œil envieux à la vie des autres, te demandant pourquoi quelqu'un a plus, semble avoir plus ou arrive en premier, alors il est temps de reconnaître que ce mécanisme te vole la vie minute après minute, et tu le permets. La vérité inconfortable est que personne ne viendra te sauver de cette anxiété, car c'est une blessure auto-induite, une dette émotionnelle que tu continues à payer au détriment de ta paix. Le stoïcisme est clair. Ta valeur ne dépend pas de la position que tu occupes dans une file imaginaire. Tu n'es pas un produit qui se dévalue parce que quelqu'un d'autre semble avancer plus vite. Toi seul décides du poids que l'obsession de te comparer aura sur tes épaules. Si tu veux être libre, lâche ce fardeau. Personne ne te l'enlèvera. Tu dois le jeter toi-même. Tu n'es pas plus digne d'avoir plus de réalisation, ni plus en échec, parce que tu avances à un rythme différent. C'est le mensonge qui nourrit le monde moderne et qui s'immisce dans ton esprit chaque fois que tu ouvres un réseau social ou entends l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais la véritable fracture du caractère se produit lorsque tu acceptes de vivre à travers la mesure des autres. Chaque fois que tu te compares, tu deviens ton propre geôlier. Tu serres toi-même les menottes qui t'empêchent de bouger avec authenticité. Le stoïcisme t'invite à regarder à l'intérieur et à reconnaître que ta bataille n'est pas avec le monde, mais avec ce filtre mental qui déforme tout ce que tu vois de toi. À quoi bon s'entraîner pendant des années pour plaire aux autres ou surpasser autrui,
si tu ne t'es jamais demandé ce que tu veux vraiment sans ce bruit extérieur. La comparaison est une dette interminable, un investissement émotionnel qui ne se récupère jamais. La maturité ne se mesure pas en réalisation ni en applaudissements, mais dans la capacité à lâcher ces chaînes invisibles. Accepter que tu n'as rien à prouver est le premier pas vers la paix intérieure. Ce n'est pas de la résignation, c'est un véritable pouvoir. Quand tu cesses de t'obséder sur la façon dont les autres s'en sortent, tu récupères l'énergie gaspillée et l'utilises pour ce qui est uniquement sous ton contrôle. Tes propres décisions, ton propre processus. Arrête de donner ton estime de soi au hasard de l'extérieur. Il n'existe aucune version idéale de toi que tu dois atteindre pour être suffisant. Tu es suffisant quand tu oses cesser de te mesurer, quand tu arrêtes de négocier ta valeur chaque fois que tu regardes vers l'extérieur. Ne tombe pas dans l'auto-illusion de penser que la comparaison est un moteur de croissance. C'est juste une autre excuse pour continuer à éviter la responsabilité de te concentrer sur toi. La véritable croissance se produit lorsque tu cesses de voir la vie à travers les yeux des autres et que tu commences à la regarder à travers ta propre conscience. La comparaison est le poison lent de la maturité. Lâche ce poids maintenant ou tu le traîneras jusqu'à la fin. Personne ne peut porter ce sac à dos pour toi. Ce que tu fais de ta vie parle plus fort que n'importe quelle médaille d'autrui. Il est temps d'arrêter de te mesurer et de commencer à vivre sans ce fardeau inutile. 2. Lâche le contrôle qui ne t'appartient pas. Ta journée commence avec un emploi du temps chargé. Tu consultes ton téléphone à peine les yeux ouverts. Il y a déjà des messages, des rappels, des choses à résoudre, des tâches qui ne cessent de se multiplier. Tu sors de chez toi avec la sensation que tu dois anticiper tout. Le trafic, la réunion, l'appel que tu ne peux pas oublier, l'inquiétude pour ce qui pourrait mal tourner. Tout au long de la journée, chaque détail devient un nouveau front de bataille. Si tu es en retard, tu t'inquiètes. Si quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, tu te déséquilibres. Si les plans changent, le malaise grandit. Tu sens que tu dois être sur tout, comme si ta vigilance constante pouvait éviter les problèmes, garantir des résultats, assurer que le monde tourne à ton rythme. Le corps vit tendu, l'esprit occupé à imaginer des scénarios, calculant chaque mouvement, accumulant une pression silencieuse qui ne se dissipe jamais tout à fait. C'est le prix invisible d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas. La racine de cet élan est plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'être responsable ou de vouloir que les choses se passent bien. C'est une réponse apprise, un mécanisme qui s'active chaque fois que l'environnement menace de te submerger. Le contrôle est un refuge illusoire, une promesse de sécurité qui ne se réalise jamais. Nous nous convainquons que si nous surveillons chaque détail, si nous anticipons chaque erreur possible, nous pourrons éviter la souffrance. Mais le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Peu importe combien tu essaies de dominer l'extérieur, la seule chose que tu peux vraiment gouverner est ton interprétation, ton attitude et tes décisions. Tout le reste est hors de ta portée réelle. Croire le contraire ne fait qu'accroître l'anxiété et la fatigue, car la vie trouve toujours un moyen de te rappeler que tu n'es pas maître du résultat, à peine de l'effort que tu fournis. Bien souvent, l'obsession du contrôle naît de la peur. Peur de l'incertitude, de perdre quelque chose d'important, de subir une déception. Mais ce qui commence comme une quête de protection finit par devenir une prison. Le perfectionnisme, l'incapacité à déléguer, la rigidité face au changement, le besoin de réponses immédiates. Ce schéma mental devient si naturel que nous ne le remettons même pas en question. Nous supposons simplement que cela doit être ainsi, que c'est notre devoir de tout porter. Cependant, chaque fois que tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, tu te fragmentes un peu plus à l'intérieur. L'énergie que tu dépenses pour l'impossible est une énergie que tu voles à ton bien-être, à ta capacité d'être présent, à ta paix mentale. Le contrôle est un fardeau silencieux, mais il pèse comme une dette que tu ne termines jamais de rembourser.
Lâcher le contrôle ne signifie pas se résigner ni cesser d'agir. Cela signifie reconnaître la limite entre ce que tu peux influencer et ce que tu ne peux pas. C'est un exercice de maturité, d'accepter que le monde ne va pas s'adapter à tes plans et que, peu importe tes efforts, il y a des facteurs qui ne seront jamais sous ton contrôle. La liberté commence lorsque tu cesses de négocier avec la réalité et que tu apprends à te mouvoir dans ce que tu peux vraiment choisir. Tu n'as pas besoin d'avoir la carte complète avant d'avancer. Il suffit de faire le prochain pas qui dépend de toi. Te libérer du contrôle des autres fait la différence entre vivre épuisé et vivre en paix. Le jour où tu décides de cesser de te battre dans des batailles que tu ne peux pas gagner, tu retrouves une force que tu ne savais même pas avoir perdue. Le calme ne se trouve pas dans la domination absolue, mais dans la capacité de lâcher ce qui n'a jamais été à toi. Arrête de gaspiller ta vie dans l'incontrôlable. Choisis ta bataille. C'est ça, le véritable pouvoir. 3. Éloigne-toi des liens qui drainent ton énergie. Parfois, je me surprends à justifier des relations qui, au fond, je sais qu'elles me drainent. Je rationalise l'épuisement, je minimise le malaise, je me raconte l'histoire que c'est normal de se sentir ainsi parce que tout le monde a des défauts ou parce que il n'y a pas de relation parfaite. Mais si je suis honnête, ce que je fais, c'est négocier mon énergie, la donner à des liens qui ne font qu'ajouter du poids et diminuer ma clarté. Il y a un mécanisme psychologique qui s'active lorsque tu tolères l'intolérable. L'habitude dissimule le dommage et la loyauté mal comprise transforme la fatigue en routine. Le stoïcisme ne te demande pas de couper les liens par caprice, mais il exige une lucidité brutale pour voir combien il te coûte de maintenir cette connexion. Persister dans des relations qui t'épuisent, c'est comme porter une dette émotionnelle avec des intérêts croissants. Chaque conversation qui se termine en conflit, chaque rencontre qui laisse un goût amer, chaque moment où ta paix est menacée par l'instabilité des autres, ajoute une couche supplémentaire d'épuisement à ta vie. Et le plus insidieux, c'est que tu t'habitues. Tu commences à croire que c'est ton devoir de porter ce poids, à craindre le vide qui reste si tu prends de la distance, à imaginer que t'éloigner est un acte d'égoïsme ou de lâcheté, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect envers toi-même. En décomposant le problème, la première chose qui apparaît est la tendance à confondre empathie et auto-abandon. Nous avons appris qu'être bon implique de tolérer n'importe quoi, mais le prix est très élevé. En permettant à quelqu'un de franchir les limites encore et encore, tu finis par céder ton espace intérieur, ta capacité à décider comment tu veux te sentir. Ce n'est pas un hasard si, après avoir conversé avec certaines personnes, tu remarques que ton humeur s'effondre ou que l'anxiété s'installe pendant des heures. Il y a des liens qui fonctionnent comme des siphons d'énergie, car ils sont construits sur la plainte constante, la manipulation émotionnelle, la critique déguisée en conseil ou la victimisation chronique. Analyse la dynamique. Si une relation te force à être toujours sur tes gardes, à te justifier ou à réprimer ce que tu penses pour éviter le conflit, alors ce n'est pas un lien, c'est une corde qui t'attache à une version plus petite de toi-même. L'épuisement n'est pas toujours évident. Parfois, il s'infiltre dans de petites concessions quotidiennes, dans des silences imposés, dans le renoncement à ton authenticité pour maintenir le confort des autres. Le résultat est prévisible. Tu commences à t'éteindre, tu deviens moins créatif, moins patient, moins capable de profiter de la simplicité. C'est ici que le stoïcisme apporte une coupure nette à l'auto-tromperie. Tu ne peux pas atteindre la paix intérieure entouré de personnes qui cultivent le drame, la plainte ou le mépris subtil. Éloigner des liens qui drainent ton énergie n'est pas un acte de froideur, c'est une décision de maturité émotionnelle. C'est comprendre que ton bien-être a un prix et que tu ne peux pas le donner simplement pour éviter le conflit ou la culpabilité. Personne ne viendra te sauver des relations que tu choisis de maintenir. Insister sur ce qui est malsain est un sabotage silencieux. Rompre ce cycle est un acte de responsabilité. La véritable loyauté commence avec toi.
Si la balance penche toujours vers l'épuisement, la distance est une forme de soin de soi, pas d'indifférence. Ton énergie est limitée. Investis-la là où tu fleuris, pas là où tu flétris. Il ne s'agit pas de chercher des liens parfaits, mais de reconnaître lesquels favorisent ta croissance et lesquels te tirent vers la stagnation. Accepter que tu mérites des relations qui ajoutent, pas qui soustraient, est une rupture dans la narration de l'autosuffisance forcée. Au final, le bien-être dépend moins de la quantité de personnes autour de toi que de la qualité des liens que tu choisis de conserver. La maturité exige un filtre plus rigoureux. Seul ce qui nourrit demeure. Le reste, même si cela fait mal, vaut mieux le lâcher. 4. Permets-toi d'être imparfait aujourd'hui. Un nouveau cahier quand tu es enfant semble invulnérable, la couverture rigide, le papier intact, tout en ordre attendant que tu le remplisses de lettres parfaites. Mais il suffit de la première tache d'encre, du premier trait tordu ou d'une feuille arrachée pour que commence le défilé de petites frustrations. La tentation est de déchirer la page, de dissimuler l'erreur, de faire semblant que le cahier reste impeccable. Ainsi, nous vivons l'âge adulte, défendant une propreté mentale et émotionnelle impossible, nous forçant à effacer chaque défaut, à cacher chaque échec, comme si la vie était ce cahier qui ne peut jamais se tacher. Mais la réalité mature ressemble beaucoup plus à un carnet avec des ratures, des coins pliés et des annotations en marge. Chaque imperfection est le témoin de ton humanité, non de ton échec. La pression de tout maintenir propre et ordonné est le piège qui t'étouffe. Essayer de corriger chaque erreur te transforme en policier interne qui patrouille tes gestes, tes mots, tes pensées, toujours à la recherche du manque, toujours prêt à te punir de ne pas être à la hauteur d'une version idéale. Le perfectionnisme s'infiltre dans le quotidien de manière presque invisible. Il est dans le geste de relire 3 fois un message avant de l'envoyer, dans l'agacement sourd que tu ressens quand un plan ne se déroule pas comme prévu, dans le regard sévère que tu te lances dans le miroir pour chaque ride ou chaque erreur du passé. Ce n'est pas seulement une exigence externe, c'est une habitude installée dans ton système nerveux, une coutume de serrer les mâchoires et de retenir ta respiration chaque fois que tu crains de ne pas répondre à la norme. Parfois, tu le remarques dans la fatigue qui s'accumule à la fin de la journée, dans la frustration avec laquelle tu te reproches de ne pas avoir été plus productif, plus patient, plus brillant. D'autres fois, c'est la voix intérieure qui ridiculise tes tentatives, qui te pousse à reporter des rêves par peur de ne pas les rendre parfaits. C'est une usure silencieuse, un filtre qui déforme l'autoperception et te convainc que la vie n'a de valeur que s'il n'y a pas de tâche, si tu peux contrôler chaque résultat, si les autres ne voient jamais tes défauts. Mais la vérité est que la sérénité ne naît pas de la propreté, mais de l'acceptation radicale de l'inachevé. Le stoïcisme ne célèbre pas la médiocrité, mais ne t'exige pas non plus la tyrannie de la perfection. Permettre l'erreur, laisser de l'espace pour l'incomplet, est une forme de maturité qui libère. Quand tu cesses de dépenser ton énergie à cacher ce que tu n'aimes pas chez toi, tu retrouves la capacité de participer à la vie sans peur, d'apprendre sans honte, d'échouer sans entrer en crise. L'authenticité pèse moins que l'obsession pour la correction. Permets-toi d'être imparfait, la vie réelle ne s'efface pas. Cette phrase n'est pas une licence pour la paresse, mais une invitation à respirer plus profondément, à te mouvoir avec moins de culpabilité, à te soutenir lorsque tu échoues au lieu de te punir. Observe les gestes de ceux qui osent se tromper en public. Il y a quelque chose dans leur posture, dans la manière dont ils lâchent un rire après un faux pas, qui transmet une confiance réelle, non feinte. Il ne s'agit pas de résignation, mais de courage pour se montrer tels qu'ils sont, sans trop d'armure. Il y a des jours où tu feras les choses mal et tu survivras. Il y a des mots que tu ne diras jamais de la manière correcte et pourtant tu seras entendu. L'imperfection ne te dévalue pas, elle te rappelle que tu es toujours vivant, apprenant, en mouvement.
Si aujourd'hui tu décides de relâcher cette vigilance interne, si tu cesses de te corriger comme si tu étais une erreur ambulante, tu découvriras que le soulagement pèse moins que le remords. Choisis d'être réel plutôt qu'impeccable. La maturité commence quand tu acceptes que ton cahier n'a jamais été destiné à être parfait, mais à être vécu. 5. Libère-toi du poids du ressentiment. Le ressentiment est une chaîne que tu resserres chaque jour de tes propres mains. Personne ne t'oblige à porter ce fardeau, mais tu es toujours là, répétant la même histoire, alimentant la blessure comme si la lâcher était trahir ta propre dignité. Tu te répètes que tu ne peux pas pardonner parce que le mal a été trop grand, que cela ne mérite pas d'être oublié, que lâcher le ressentiment serait laisser l'offense impunie. C'est l'excuse parfaite pour rester ancré dans le passé, gaspillant le présent dans une dette émotionnelle que toi seul continues à payer. Penses-tu vraiment que conserver le ressentiment te protège? C'est exactement le contraire. Chaque souvenir que tu ravives, chaque conversation mentale que tu refais avec colère ou mépris est une dépense d'énergie qui te vide et te flétrit. La personne qui t'a blessé a peut-être avancé, mais toi, tu es resté bloqué, tenant le poison et espérant qu'un jour il agisse sur l'autre, alors qu'en réalité, tu te empoisonnes toi-même. Pardonner n'est pas absoudre l'autre, c'est te libérer de cette prison mentale à laquelle tu t'es condamné. Assez de te cacher derrière le discours de la justice ou de la mémoire. Ce que tu appelles mémoire est obsession, et ce que tu défends comme justice n'est qu'un déguisement pour ton incapacité à guérir. Le stoïcisme est brutalement honnête ici. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui est déjà arrivé. Tu ne peux pas réécrire le mal, mais tu peux décider si tu continues à hypothéquer ta paix en échange d'une amertume répétée. Le ressentiment est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères jamais ce que tu as perdu. Et plus tu investis, plus il devient difficile de sortir. Tu n'as pas besoin de te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal, ni d'accepter sa version des faits, mais tu as la responsabilité de cesser de contaminer ton présent avec un passé qui ne change pas. Personne ne viendra te demander de lâcher le ressentiment. Personne ne te remettra une clôture parfaite. Cette clôture, tu dois la construire toi-même en te refusant à continuer à payer des intérêts pour une dette qui ne t'appartient pas de porter éternellement. S'accrocher au ressentiment, c'est se refuser la possibilité d'une vie plus légère. C'est comme marcher avec des pierres dans les poches et se plaindre de la fatigue. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que le ressentiment te donne de la force ou de la clarté, qu'il te garde alerte pour ne pas retomber. Ce qu'il réussit, c'est de déformer tes relations futures et de te durcir de l'intérieur. Tu deviens moins confiant, moins ouvert, plus réactif et moins capable de voir le présent sans le filtre de la suspicion. L'autre ne porte pas ton ressentiment, c'est toi qui le portes, tous les jours, et il n'y a aucune vertu là-dedans. Certains disent que le pardon est pour les faibles, mais la vérité est qu'il faut plus de courage pour lâcher le passé que pour continuer à le ruminer. Lâcher le ressentiment est un acte de force. Le maintenir est une faiblesse déguisée en fierté. Choisis de quel côté tu veux être. Ce que tu ne lâches pas te contrôle. La douleur a peut-être été réelle, mais la perpétuer est une décision que tu prends chaque jour. Ne demande pas la paix tant que tu continues à alimenter l'amertume avec tes pensées. Ta sérénité ne dépend pas du fait que l'autre se repente ou te demande pardon. Elle dépend de ta capacité à cesser de t'enchaîner à ce que tu ne peux plus changer. La liberté commence le jour où tu cesses de justifier ton ressentiment et décides, une bonne fois pour toutes, de vivre sans ce poids inutile. Ta dignité ne se mesure pas par les blessures que tu conserves, mais par ta capacité à lâcher ce qui te détruit. Le ressentiment n'est jamais justice, c'est juste un piège qui te vole le présent. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à traîner cette chaîne ou la briser et avancer. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. 6.
Arrête de vivre pour plaire au regard des autres. Vivre pour plaire aux autres est une forme lente de suicide psychologique. C'est la vérité que presque personne ne veut entendre, car l'admettre implique d'accepter qu'une grande partie de ton énergie quotidienne n'est pas utilisée pour toi, mais pour soutenir une identité qui n'est pas la tienne. Le mécanisme est brutal. Tu ajustes ton comportement, tes mots et même tes rêves pour correspondre aux attentes des autres, entraînant un muscle d'autonégation qui finit par atrophier ton authenticité. Tu le fais presque sans t'en rendre compte, car l'approbation des autres fonctionne comme une drogue. Au début, elle te procure du soulagement et un sentiment d'appartenance, mais bientôt elle exige des doses de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que tu ne sais pas qui tu es sans cet applaudissement extérieur. Tu deviens expert dans la lecture des gestes, l'anticipation des critiques, l'adaptation de ton ton pour ne pas déranger, mesurant chaque mouvement avec le thermomètre de l'acceptation. Ce qui semble être une adaptation est en réalité un renoncement silencieux à ton autonomie. La racine de ce schéma est souvent enfouie dans une croyance profonde, que la valeur personnelle dépend de la façon dont les autres te regardent, de s'ils te valident, de si tu t'intègres dans la narration collective. C'est une dette émotionnelle que l'on commence à payer dans l'enfance et qui, si tu ne la remets pas en question, t'accompagne jusqu'au dernier jour. La peur du rejet se transforme en une boussole déformée. Elle dirige tes pas, tes décisions, tes priorités. Tu commences à sacrifier ce que tu veux vraiment pour éviter le jugement ou la désapprobation. Et chaque fois que tu cèdes un peu de toi pour plaire, tu renforces la conviction que tu n'es pas suffisant par toi-même. Le résultat est prévisible. Insécurité chronique, anxiété sociale, auto-exigence constante. Le prix caché de vivre pour les autres est que tu deviens un étranger dans ta propre vie. Et cette aliénation interne ne se résout ni avec plus d'applaudissements, ni avec de nouveaux masques. La paradoxe est que plus tu t'efforces de plaire, moins tu te sens authentique et plus tu t'éloignes de ton centre. L'opinion des autres devient un filtre qui déforme ta perception de ce dont tu as besoin ou ce que tu mérites. Tu commences à prendre des décisions en fonction de ce qui est attendu et non de ce qui te construit. L'épuisement est réel. La dépendance aux regards extérieurs crée une fatigue invisible, une lassitude émotionnelle qui ne se répare pas avec du repos physique. Le stoïcisme le dit clairement. Ta dignité ne dépend d'aucun tribunal extérieur, et si tu remets le gouvernail de ta vie aux opinions des autres, tu te condamnes à dériver. La liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi. C'est la ligne qui sépare la maturité superficielle de la véritable maturité. Rompre ce cycle exige une brutalité d'honnêteté. Je ne parle pas d'indifférence ni d'arrogance, mais d'un acte de courage intime. Oser valider ta vie sans demander la permission au monde. Cela implique de supporter les regards de désapprobation, de tolérer l'inconfort de ne pas s'intégrer dans tous les espaces, d'accepter qu'il y aura des gens qui ne t'aimeront pas ou qui te critiqueront même. Mais c'est le prix que tu paies pour retrouver ton intégrité. Personne ne se souvient avec tendresse de ceux qui ont toujours plu, mais on respecte ceux qui ont vécu fidèles à eux-mêmes, même s'ils dérangeaient. La dépendance à l'approbation est une corde invisible qui t'attache à la médiocrité émotionnelle. Plaire à tout le monde, c'est te trahir toi-même. Si tu cherches vraiment la paix, tu devras supporter l'inconfort de ne pas être compris par tous. La véritable autorité sur ta vie est interne. Elle se construit avec chaque décision que tu prends sans attendre d'applaudissements. Le temps que tu passes à plaire est du temps que tu voles à ton authenticité. La maturité consiste à cesser de négocier ton essence pour des miettes d'acceptation. Laisse de côté le regard des autres. C'est seulement ainsi que ta vie commence à t'appartenir vraiment. 7. Remets en question les histoires qui te limitent. Tu te réveilles un lundi et avant même de te lever, ton esprit a déjà commencé à réciter un vieux scénario. Je ne suis pas aussi compétent que je devrais l'être. Il est déjà trop tard pour changer. Je suis sûr que quelque chose va mal se passer aujourd'hui. Je ne suis pas fait pour ça. Tu prépares ton petit déjeuner, mais le dialogue intérieur ne s'arrête pas.
Tu interprètes chaque geste des autres comme un signe de désapprobation, tu répètes mentalement de vieilles erreurs, tu anticipes des problèmes qui n'existent pas encore. Au fur et à mesure que tu avances dans la journée, chaque opportunité d'agir, de dire ce que tu penses ou d'essayer quelque chose de nouveau est filtrée par la même narration automatique. Il ne s'agit pas seulement de peur ou d'insécurité, ce qui dirige réellement tes actions est un ensemble d'histoires que tu répètes depuis des années, presque sans t'en rendre compte. Ces histoires, qui ne sont pas nées avec toi, mais que tu as adoptées par héritage familial, expériences douloureuses ou messages sociaux, fonctionnent comme un filtre qui déforme à la fois ce que tu vois de toi et ce que tu crois possible pour ta vie. Le problème est que, tant que tu ne les remets pas en question, ton esprit continue d'agir comme si c'était des certitudes absolues. Analyser ce mécanisme est inconfortable mais nécessaire. La plupart des croyances limitantes ne surgissent pas d'un coup, elles s'installent petit à petit, parfois pour te protéger d'une douleur, d'autres fois parce que quelqu'un t'a convaincu que ce n'est pas pour toi ou que, à ton âge, on ne change plus. Chaque fois que tu as accepté ces phrases sans les soumettre au doute, tu as renforcé une sorte de contrat mental. Tu te prohibes d'essayer, tu te punis de désirer, tu te résignes à vivre à moitié. Le résultat est prévisible. Ta marge d'action se réduit, ta créativité s'atrophie et la vie devient un scénario déjà écrit où tu ne répètes que ce que tu dois être. Ici, le stoïcisme est radicalement clair. Tu ne peux pas transformer ce que tu n'oses pas remettre en question. Si tu n'examines pas les histoires qui opèrent dans ton arrière-plan mental, tu deviens l'acteur d'une pièce que tu n'as pas écrite, mais dont tu peux réécrire la fin. Le poids réel de ces narrations ne réside pas dans leurs mots, mais dans les décisions qu'elles conditionnent. Elles ne te privent pas seulement de possibilités externes, mais de ton droit à décider qui tu es aujourd'hui, au-delà de ce que tu as été ou de ce qu'on t'a dit que tu serais. L'adulte qui vit sans réexaminer ses croyances avance avec un sac à dos rempli de « je ne peux pas, je ne mérite pas, ce n'est pas mon moment ». Et le pire, il ne se rend même pas compte qu'il pourrait laisser ce fardeau à tout moment. Remettre en question les histoires qui te limitent n'est pas un acte de rébellion adolescente, c'est une stratégie de survie mentale. C'est le pas qui sépare la vie prévisible de la vie authentique. Le processus est inconfortable car il exige de l'honnêteté. Identifier quelles phrases, quelles croyances, quelles étiquettes tu traînes et surtout, décider si elles te servent vraiment aujourd'hui. Tu n'as pas à continuer à payer le prix d'une histoire ancienne. En fait, chaque fois que tu oses défier une croyance limitante, par exemple, essayer quelque chose que tu craignais, dire ce que tu n'as jamais dit, cesser de cacher ton désir de changement, tu récupères un fragment de liberté que tu avais hypothéqué. Tu n'es pas ton passé, tu es ce que tu décides de remettre en question aujourd'hui. C'est la ligne de démarcation entre la maturité automatique et la maturité consciente. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ton histoire, mais de démonter les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. La plupart des limites sont internes, pas externes. Tu ne peux te transformer que si tu oses regarder en face la structure mentale qui te maintient petit. Remettre en question n'est pas détruire, c'est choisir. Demande-toi si chaque histoire que tu te racontes te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu désires. Tout changement réel commence au moment où tu cesses d'obéir sans réfléchir. Les histoires que tu n'examines pas deviennent ta prison. Celles que tu oses réviser peuvent devenir ton élan. Tu ne dois de loyauté à aucune narration qui t'épuise ou te freine. Ta liberté commence le jour où tu remets en question ton scénario intérieur. C'est ça, mûrir vraiment. 8. Fais de la place pour ta paix intérieure. Je vais être honnête. Il y a des jours où tout ce que je veux, c'est une minute de pause. Mais même dans ces moments-là, je n'arrive pas à éteindre l'inertie mentale. Je m'assois dans le fauteuil, je mets le téléphone de côté, j'essaie de respirer profondément. Mais tout de suite, ma tête commence à passer en revue ce qui manque, ce qui a mal tourné, ce qui pourrait exploser à tout moment. Le corps semble immobile. Mais à l'intérieur, c'est comme si j'étais assis sur un volcan de pensées qui ne s'éteignent jamais.
Même lorsque l'environnement est silencieux, l'esprit ne s'arrête pas. Le front reste froncé, les épaules tendues, une gêne sourde installée dans la poitrine. C'est inconfortable de l'admettre, mais la véritable paix n'apparaît pas simplement parce que la journée est terminée ou parce que la maison est devenue silencieuse. Il y a une sorte de suroccupation interne, une habitude de remplir chaque espace avec des tâches à faire, des analyses et des répétitions. Ce n'est pas seulement le bruit extérieur, c'est l'impossibilité apprise d'être en paix avec soi-même, même lorsque le monde n'exige rien à cet instant. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que la paix intérieure n'est pas un état qui arrive simplement parce que tu décides de te reposer ou parce que l'environnement devient favorable. C'est un espace que tu dois construire activement, comme quelqu'un qui nettoie une pièce encombrée d'objets accumulés pendant des années. Chaque petite charge mentale dont nous avons parlé auparavant, la comparaison, le contrôle, les relations toxiques, le perfectionnisme, le ressentiment, l'obsession du regard des autres, laisse des traces, des résidus qui restent collés au fond de ta conscience. Et il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Le corps le manifeste par des gestes minimes, dans la façon dont tu serres les dents ou dans l'insomnie qui s'infiltre quand tu as le plus besoin de repos. L'entraînement à la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité fonctionnelle. Si tu ne chasses pas délibérément ces résidus, l'anxiété devient ton état naturel, et même le meilleur conseil du monde ne parvient pas à dissiper le malaise. Commence par observer, presque comme si tu étais un étranger regardant ta propre scène. Comment es-tu assis quand tu penses que tu devrais être détendu? Que fait ton visage quand tu essaies de te déconnecter? Combien de temps passe-t-il avant que tu cherches un écran, une tâche, une distraction pour éviter de rester seul avec ce que tu ressens? Le manque de calme n'est pas aléatoire. C'est le résultat d'années d'entraînement de ton esprit à sauter d'inquiétude en inquiétude. Le stoïcisme est brutal à ce point. Si tu ne fais pas de place pour la sérénité, personne ne viendra te l'apporter. Elle ne s'infiltre pas d'elle-même entre les obligations, ni ne se donne par accumulation de réussite. Elle se cultive comme une pratique inconfortable au début, car elle te confronte à tout ce que tu as évité. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité d'être avec soi sans fuir, de maintenir le pouls interne, sans avoir besoin que tout soit résolu. Fais l'expérience, éteins le téléphone, assieds-toi droit, respire et observe ce qui apparaît en premier dans ton esprit. L'inconfort initial est la preuve de combien tu as négligé cet espace. Ce qui surgit, anxiété, ennui, frustration, peur, n'est pas l'ennemi, mais la matière première à travailler. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu permets à ces contenus de passer sans rester collés, tu ouvres un petit espace dans la saturation mentale. Tu n'as pas besoin de vider ta tête de pensée, c'est presque impossible, mais tu peux arrêter de nourrir l'impulsion automatique de sauter à la prochaine tâche. Le silence intérieur est un muscle qui s'atrophie par manque d'utilisation. Il faut l'entraîner comme n'importe quelle autre compétence vitale. La paix se construit, elle ne s'attend pas. C'est le point clé. Si tu ne décides pas chaque jour de faire de la place à l'intérieur, les vieilles charges occupent chaque recoin. Ne cherche pas la paix dans la prochaine réussite, ni ne te trompe en pensant qu'elle viendra d'elle-même avec l'âge. La paix est le résultat de lâcher prise, de nettoyer et de protéger ton espace mental avec la même discipline que celle avec laquelle tu prends soin de ton corps ou de ton travail. Celui qui apprend à faire de la place pour la paix apprend à vivre avec moins de peur et plus de présence. Ce n'est pas une récompense, c'est une décision quotidienne. Cela, et seulement cela, est ce qui te permet de te tenir au milieu du chaos.